Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis celui qui est enfin en vacances. Je suis trouillé. Et je profite de justement ce petit moment de presque calme. Là, il y a mon chat qui descend les escaliers, mais c'est temporaire. Parce qu'en bas de chez moi, il y a une espèce de fanfare. Je sais plus si c'est pas la Saint-Blaise, je sais pas ce qu'ils sont en train de fêter. Mais en tout cas, ça fait beaucoup de bruit. C'est joli, moi ça me dérange pas. Mais pour filmer une vidéo, c'est quand même pas l'idéal. Heureusement, ils ont fait une pause là entre midi et 2 heures, donc je me dépêche de vous parler de ce début de mois de juillet. J'étais un peu embêté, parce qu'en même temps, je voulais vous parler de la fin de mes lectures de juin, parce que ça y est, elles sont terminées, toutes les trois, et en même temps, je veux commencer à vous parler de mes lectures de juillet. Et ben, je me suis dit, je vais faire tout ça en même temps. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Je ferai rapidement, parce que de toute manière, pour vous parler de certaines œuvres, vous en avez déjà entendu parler, je crois, au moins 3 fois. Donc c'est pas la peine, rassurez-vous, je vais pas passer la vidéo entière à parler. Mais les 3 œuvres m'ont donné envie de vous parler un tout petit peu de la fin, sans vous parler de la fin. Je résous ce problème et cet incroyable paradoxe juste après le générique. Bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi, au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons, anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanche, énorme comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom, et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. C'est donc le début de 100 ans de solitude que j'ai terminé. Si le début m'avait énormément décontenancé par l'abondance, le foisonnement, la multitude de personnages qui portent tous un peu le même prénom, j'ai, au fur et à mesure de ma lecture, fini par comprendre un petit peu ce que cherche à faire l'auteur et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé. La fin, d'ailleurs, m'a confirmé que pour moi, c'est vraiment un classique qu'il faut avoir lu. Je suis toujours assez impressionné de me dire qu'on peut faire des classiques encore récemment, parce que l'œuvre a été écrite en 1900 quelque chose, mais voyez, c'est suffisamment proche. Il a eu le Nobel de littérature en 1982. C'est suffisamment proche pour que je trouve ça assez impressionnant. Il faut donner sa chance à ce livre. Et si vous n'êtes pas motivé, eh bien, bientôt sort la série Netflix. J'ai vu le trailer, je ne sais pas du tout comment Netflix peut adapter un livre pareil, j'ai aucune idée. Mais dans tous les cas, la série arrive très 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 bientôt, et jetez un coup d'œil, ça peut être intéressant. Moi, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé que c'était un voyage extraordinaire. Vraiment, l'auteur utilise ce qu'on appelle le réalisme magique, c'est-à-dire on est dans un monde qui est le nôtre, dans lequel des éléments magiques apparaissent, et les personnages acceptent cela sans broncher. Ça fait partie de leur quotidien. Alors nous, lecteurs, on est perturbés, mais eux, pas le moins du monde. Et ainsi, par exemple, quand une jeune fille... est-ce qu'elle est encore jeune fille à ce moment-là? En tout cas, quand elle meurt et qu'elle s'envole dans le ciel, eh bien, ça ne surprend personne. Ça fait partie des bizarretés qui arrivent dans ce monde-là. Il y a un jeu sur le temps, la temporalité, le fait que inlassablement les choses se reproduisent, ce qui explique pourquoi ils ont tous quasiment les mêmes prénoms, tous à peu près le même caractère et tous le même destin, c'est-à-dire la solitude. Chacun des personnages est amené finalement à être seul toute sa vie et c'est terrible. Pour vous dire, à un moment donné, j'ai cru même qu'on allait revenir au début. Vers la fin, je vous jure, je me suis dit, oh non, il va pas nous faire ce coup-là. J'ai vraiment cru qu'on allait repartir au début. Tant les choses revenaient sur la même boucle, etc. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Si vous voulez les petits résumés sur ce que ça a pu évoquer, ben, n'hésitez pas dans mes précédentes vidéos, j'en ai parlé plein de fois. J'en reparlerai peut-être encore sur Instagram. Ça a été un étrange plaisir. Et la fin m'a emporté. Voilà. Quel étrange voyage, quel étrange voyage. 100 ans de solitude, je ne regrette absolument pas. Et pourtant, je peux vous dire que j'ai souffert avec ce bouquin. J'ai fini en 2 jours les 200 pages de Justicière, partie 1 qui me restait. C'est pour le coup un petit peu
mitigé, c'est-à-dire que j'apprécie toujours autant de lire Sanderson, je lui fais complètement confiance et je le laisse m'emporter dans son univers à travers ses différentes histoires. Mais 750 pages, j'ai fini en 2 jours juste parce que je m'étais fixé comme objectif de le finir avant juillet, mais ça a été quand même un peu laborieux. J'en attendais un peu plus, voilà. J'ai pas détesté ma lecture, je vois tous les éléments qui sont mis en place, il y a des choses super intéressantes, il y a des petites révélations, on avance, mais on avance quand même pas très vite. J'espère qu'il va quand même tuer un certain nombre de personnages, histoire qu'on ait moins de points de vue, parce que là, j'en peux plus. Euh, il fait un truc qui est chouette, enfin, je me plains, et en même temps, j'aime bien. Par exemple, il y a tous les soldats dont on voyait un petit peu qui gravitaient autour de l'histoire, mais qui n'avaient pas d'importance. Et soudainement, ils ont leur point de vue avec leurs petits problèmes. Et c'est pas du tout nécessaire. Honnêtement, on pourrait s'en débarrasser complètement. Et en même temps, je suis content parce que souvent, ces gars-là, je me disais, oh, Sanderson, tu pourrais un peu les mettre plus en avant parce que c'est toujours la même chose. Et ce qui me consolait un petit peu dans ma lecture, c'était de me dire, bon, la partie 1 fait 750 pages, la partie 2 ne peut pas être plus grande. Eh ben perdu, elle fait 850 pages. Donc, pour le moment, on met de côté. Je... Sanderson est vraiment, vraiment trop, trop bavard. On verra peut-être Justicière 2 en septembre. Allez, on va attendre un petit peu. Là, j'ai envie de lire autre chose parce que 800 pages de Sanderson tous les mois, c'est très bien. Mais à un moment donné, j'ai envie aussi de faire d'autres expériences. Je suis allé me raser en urgence parce que je me suis rendu compte au bout de, évidemment, 20 minutes de tournage que j'ai une moitié de joue qui était pas rasée comme l'autre. Même là, c'est c'est compliqué parce que j'ai une partie de la barbe qui est blonde, l'autre qui est rousse. Donc il y a des choses qui se voient. Enfin, vous voyez, ça me fait des trous à différents endroits. J'ai envie de pleurer. Maintenant, c'est fait. C'est pas grave. Et on va passer à Anatrice, la guilde des ombres, partie 1, le don de la mort. Je. La fin de la partie 1 est horrible. Horrible. Vraiment, oh là, je suis pas. Je vais jamais tenir. Franchement, euh, ça me saoule parce qu'il y a plein d'histoires super cool à base de prophéties, de dragons, de trucs qui me donnent envie de connaître la suite. Et la fin de la partie 1 est effroyable. Donc, et pas effroyable dans le sens on veut savoir la suite, c'est effroyable dans le sens ça me répugne, mais ah non, là, enfin, bref, je savais que toutes ces choses horribles allaient arriver, mais et comme je me suis trompé et que j'ai pris le mauvais audio-livre, je peux pas continuer tout de suite la suite, donc pas d'Anatrice pendant. C'est Anatrice ou Antrice, je sais plus. Bref, en tout cas, la Guilde des Ombres, partie 1, ça a été un grand choc. Et j'hésite même à vous faire une vidéo résumée de tout ça. Je m'étais bien amusé à faire ça quand j'avais lu Le Pont des Tempêtes. Je me dis pourquoi pas, la Guilde des Ombres, j'ai bien aimé et en même temps il y a tellement de trucs, what the fuck, enfin, Ce mois-ci, je me suis donc lancé un nouveau défi lecture, celui de lire Histoire d'une grecque moderne de l'abbé Prévost. Alors l'abbé Prévost, pour celles et ceux qui ont oublié leur cours peut-être de lycée, c'est, vous savez, l'auteur de Manon Lescaut, la triste histoire du pauvre chevalier des Grieux, lui si pur et si honnête, qui tombe sur la jeune Manon, qui manque de vertu et qui dévergonde ce pauvre chevalier et le détourne du droit chemin. Eh ben, il s'est dit, quelle belle histoire, si je la réécrivais mais dans un contexte un peu plus exotique. On a un narrateur, je crois qu'on n'a pas le nom, probablement parce que c'est une sorte de grande confession, qui revient sur sa rencontre avec une jeune fille en Turquie. Il se promène dans un sérail et il tombe sur une beauté incroyable et il s'étonne de voir une jeune femme qui semble si vertueuse enfermée en tant qu'esclave.
Et la jeune femme arrive à lui envoyer un tout petit message à la fin de cette visite pour lui dire cette condition n'est pas la mienne, je ne veux pas être esclave, et votre discours sur la vertu m'a beaucoup touché, aidez-moi à me délivrer. Le narrateur, très surpris de ce message, décide du coup de faire des pieds et des mains pour libérer la jeune fille, la prendre sous son aile et lui rendre sa liberté ainsi que sa vertu. Évidemment, ce narrateur est amoureux d'elle et il espère qu'un jour en retour, celle-ci l'aimera. Mais, comme c'est un gentleman et qu'il est lui-même plein de vertus, il attend en fait des sentiments réciproques pour lui prouver effectivement qu'en Europe, les mœurs sont supérieures. Alors, tout le propos du livre, c'est qu'il y a une ambiguïté sur la jeune grecque du nom de Théophée. Parce que le narrateur, il lui prête 1000 vertus, elle est toujours incroyable, elle est toujours au bord des larmes, il est toujours « Oh, je suis touché par la bonté de ce qu'elle raconte ». Et en même temps, il y a toujours des trucs un peu bizarres qui se produisent autour d'elle, et il est toujours en train de se dire « Mais elle n'est pas en train de me manipuler, elle n'est pas en train de me mentir ». Et, et là où j'en suis pour le moment, on n'a pas de réponse, j'ai quand même ma petite idée, ou en tout cas, parce que, à un moment donné, le narrateur est quand même vraiment, vraiment très naïf. Il se passe vraiment plein de trucs chelous, mais vraiment, et toutes les 2 pages. C'est-à-dire que toutes les 2 pages, il y a une histoire un peu sordide qui arrive, et elle a toujours une explication, et lui, il est mais oui, bien sûr, après tout, je vais la croire. C'est limite, vous savez, il rentre dans sa chambre, il voit des préservatifs partout, et elle est mais non, c'est des oiseaux qui les ont apportés. Lui, d'accord, d'accord, je te crois. Donc, je sais pas quoi penser parce que c'est super long. Honnêtement, c'est du point de vue d'un homme qui, une fois de plus, est pris pour un idiot par une jeune fille, ou en tout cas sombre dans la dépravation. Et je m'en fiche un peu, enfin, je sais pas. Insupportable, insupportable. Et il y a une scène par contre qui m'a fait halluciner. Alors peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais quand il délivre la jeune Théophée, il ramène la jeune fille chez lui. Et une fois chez lui, il y a les domestiques qui s'occupent de lui, le déshabiller, donc lui enlever ses vêtements, et elle à son tour de la déshabiller. Et il y a toute une espèce de choc parce que elle, du coup, elle est mais quoi, vous voulez me déshabiller, vous voulez que je sois nue? Et lui, il est ouais, puisque ça vous est déjà arrivé avec d'autres hommes qui vous ont fait du mal, donc je me suis dit qu'avec moi, ce serait naturel que là, comme ça, crac crac quoi. Et elle lui dit mais ça va pas, vous avez un problème. Et lui, il est oh mais suis-je bête? Mais oui, vous êtes si vertueuse et blablabla. J'attendrai avec patience que vous souhaitiez véritablement de moi, blabla. Et j'étais mais qu'est-ce qui se passe encore dans ce livre? Moi, les délires d'un homme hétérosexuel du Moyen-Âge, non, c'est pas du Moyen-Âge, mais c'est quand même d'une époque pour moi qui est le Moyen-Âge. Je, j'en peux plus. Vraiment, moi qui ne lis pas de la littérature blanche, je sais pourquoi. J'ai hâte de savoir si c'est bien une manipulatrice lubrique ou si c'est une jeune innocente qui est juste dans une terrible situation. Il me reste une centaine de pages et là encore, c'est long à lire. En plus, c'est un langage... Cependant, m'ayant proposé d'aller passer quelques moments dans son sérail, il me parut embarrassé sur le compliment qu'il avoua à faire à son esclave. Ça va, oui. J'ai une tête de troubadour, là, à lire des textes de la préhistoire. Enfin bon, on verra bien ce que ça donne, mais c'est dur, c'est dur. Mais, pour finir sur une touche positive, j'ai commencé à lire Piranèse de Susanna Clarke, et je dois dire que je suis à fond dedans. C'est pas une lecture qui a l'air très longue, je crois qu'elle fait quoi 200-300 pages, et j'en suis quasiment à la moitié. Je lis à toute vitesse. Là, pour le coup, je suis vraiment à fond dedans. C'est pas toujours évident parce que je m'endors assez facilement quand je lis, mais je suis vraiment dedans. Je sais pas trop comment vous le résumer pour le moment parce que c'est compliqué.
Vous allez voir, c'est difficile à expliquer. Le journal d'une personne qui se retrouve dans une immense maison, un labyrinthe. Cette personne, qui a priori se prénomme Piranèse, erre dans les dédales de cette maison et nous partage ses rencontres, ce qu'elle voit, ce qu'elle découvre dans son journal. Il n'est pas tout seul. Il y a aussi l'autre, qu'il appelle l'autre, qui lui confie quelques missions, qui lui demande parfois d'aller explorer telle pièce, tel endroit. Alors les pièces, elles sont nombreuses, il y en a plus d'une centaine. Et dans ce labyrinthe immense, il se passe des choses un petit peu étranges. Il y a des albatros, il y a la mer qui semble rentrer à certains moments, on voit les étoiles, il y a des portes immenses. C'est au départ très difficile à comprendre parce que on n'a pas de repères. En tout cas, les seuls repères qu'on nous donne, c'est ceux du journal. Et on voit bien que c'est très confus. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans notre époque? Est-ce qu'on est dans un monde fantaisiste? Est-ce qu'on est dans une fiction? Est-ce qu'on est dans, je veux dire, dans un rêve? Est-ce qu'on est dans un univers de jeux vidéo? Je ne sais pas du tout. Parce que là, la personne explore donc des pièces, fait des découvertes, découvre, commence à se méfier progressivement de l'autre, parce qu'il lui tient quand même à des discours un peu étranges. L'autre, il lui donne très peu d'informations. Il lui dit en gros, fais-moi confiance. Et à un moment donné, quand elle va le voir, il lui dit même mais tu sais que tu as des trous de mémoire, en fait, de temps en temps, t'oublies des choses. Moi, je me souviens de tout, mais toi, t'oublies des choses. Donc, t'inquiète, fais-moi bien confiance. Donc, c'est très très étrange, c'est très bizarre. Et ben, j'ai envie de savoir en fait ce qui se passe. Est-ce que je vais avoir une réponse? Quelle est cette étrange maison? J'ai l'impression en fait de retrouver, vous savez, les jeux vidéo du style Talos Principle, des jeux vidéo à énigmes, mais avec une ambiance très particulière où on essaie de comprendre qui on est, ce qu'on est, dans quel endroit on se trouve. Et souvent, on débloque avec une énigme, on débloque une pièce, on entre dans une autre pièce, on trouve différents endroits. J'ai un peu cette impression-là d'être dans une sorte de jeu vidéo découverte. J'aime beaucoup. Voilà. Franchement, c'est une lecture qui se fait facilement, elle est agréable. Les chapitres sont très courts. Ne vous laissez pas décourager par le début qui peut vous repousser. Mais au bout d'un moment, on est emporté par cette histoire et on a envie de savoir. J'ai plein de théories en tête. Je sais pas trop. Je peux pas je vais pas vous les partager là maintenant. Mais comme petite lecture d'été, j'ai trouvé ça super. J'espère que la fin sera à la hauteur de ce que j'ai lu pour le moment. Mais je m'éclate. Je suis en train là de vous parler et dehors ça chante Bella Ciao. On est dimanche, c'est la journée des élections. Je pense que ce chant de révolte est très approprié. J'espère que tous ces gens-là chantent et ont voté correctement aussi. Pardon, je m'énerve. J'arrive tout doucement à la fin de ce vlog lecture dans lequel je vous parle de ce que j'ai lu, de ce que je suis en train de lire. Ouais, c'est un grand mélange. Ça va être un petit peu ça pendant les vacances, je pense. Ça va être clairement décousu. Dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté et de m'avoir soutenu jusqu'au bout. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Merci à vous, bye bye.